Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié aux mangas et animés, avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers au sujet divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Au programme du jour, beaucoup de news côté manga et animé à vous partager aujourd'hui, de nouvelles éditions, des deluxe, mais également des annonces côté Japon. Puis je vous parlerai d'un chef-d'œuvre assez méconnu de Naoki Urasawa, à savoir Master Keaton, que je découvre depuis quelques semaines, et bon Dieu que ce mangaka est fort. Je m'appelle Telio, et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Commençons comme à notre habitude par les news de la semaine, avec une semaine qui s'est chargée très fort, très vite. Que ce soit côté animé ou manga, il y a pas mal de choses intéressantes à débriefer, donc ne perdons pas plus de temps. La première news concerne l'anime Yomi no Tsugai, le manga de Dark Fantasy de Hiromu Arakawa, la mangaka de Full Metal Alchemist, qui se voit sa sortie se rapprocher de plus en plus, dévoilant donc un trailer et un visuel pour l'occasion. Pour rappel, celui-ci sera animé par le studio Bones Film et est prévu pour avril 2026 pour un total de 24 épisodes consécutifs. Il adapte le manga original racontant une histoire commençant dans un petit village isolé en pleine montagne, un endroit comme tant d'autres à une exception près, la prison installée au cœur du village. Yuru et sa sœur jumelle Asa vivent dans ce village depuis toujours mais n'ont jamais eu vraiment d'interaction avec la prison. Un jour, pourtant, Asa est convoquée pour y travailler et y est confinée. Séparée de sa sœur, Yuru va peu à peu découvrir les secrets de son village. Pour suivre le manga depuis ses débuts, on est vraiment sur la formule efficace que la mangaka connaît très bien. Aux mains d'un studio historique derrière l'anime de Full Metal Alchemist, aucun doute que ce petit bijou est entre de bonnes mains. Je ne pense tout de même pas que celui-ci recréera l'engouement que son prédécesseur a pu avoir par le passé, mais aucune chance que celui-ci ne fonctionne pas non plus. Les trailers sont beaux, les staffs et les informations autour sont rassurantes, la production semble se passer correctement car, mine de rien, l'anime est annoncé depuis un petit moment maintenant. Bref, tous les voyants sont au vert. Début pour le 4 avril avec un opening par Vandy, le chanteur derrière notamment le second opening de Ranking of Kings ou le premier de Sakamoto Days, et un ending par Yama, qui a fait notamment l'ending 2 de Spike's Family, ou encore l'opening 2 de Gundam Witch from Mercury. Et oui, moi j'ai un objectif dans ce podcast, c'est de réussir à placer le mot Gundam à chaque fois, et croyez-moi que je vais y arriver. Soyons un peu plus sérieux et restons dans les annonces animées avec l'adaptation du spin-off du manga Iruma à l'école des démons, Irumafia Edition, qui se voit officiellement annoncé. Ce spin-off est un what-if de la série principale de Osamu Nishi, dans lequel Iruma se voit être le boss de la mafia de l'école Bablis. Complètement inédit chez nous, je suis personnellement très heureux de cette annonce car j'adore le manga de base et les nombreux spin-offs de la série sont convaincants, en plus de bien se vendre, donc ça permettra de découvrir au moins celui-ci. Pour rappel, Iruma à l'école des démons est un manga écrit et dessiné par Osamu Nishi, la reine derrière le très populaire Ichi the Witch dans le Jump actuellement. C'est un manga fleuve comptant déjà une cinquantaine de volumes et ne montrant aucun signe de faiblesse. On y suit l'histoire d'un humain adopté, un peu de force par un démon influent, et va donc devoir construire une nouvelle vie dans ce monde hostile envers son espèce, sans cramer sa couverture. Un manga superbement dessiné, bourré de bonne humeur, de morale en tout genre et d'arc narratif très réussi. C'est un manga qui prouve que les shonen fleuves ne sont pas une formule morte, et qu'il peut encore se faire de belles choses dans le genre. La série principale compte actuellement 3 saisons, dont la 4e commence en avril 2026, et verra donc son spin-off commencer en janvier 2027 sur nos écrans. Finissons avec les animés par un nouveau trailer pour Gintama, le film remake de l'arc Yoshiwara, considéré pour beaucoup, dont moi, comme le premier vrai énorme arc sérieux de Gintama. Devenu iconique au fil du temps, cet arc se voit sortir une nouvelle adaptation sous forme de film, avec donc ce nouveau trailer concentré sur le personnage de Kamui. Malgré sa fin, Gintama est une licence qui continue de voir des projets sortir, et c'est une très bonne chose je trouve car la série le mérite amplement. Je crois qu'on a fait le tour des annonces animées que je voulais vous partager, alors passons directement côté manga car il y a beaucoup d'annonces également de ce côté-là avec des projets très sympas. Et en premier lieu, parlons des annonces Glénat Manga, qui cette semaine ont presque fait l'effet d'une bombe par certaines annonces, car on apprend 3 choses très intéressantes. On va y aller de la moins grosse à la plus grosse, selon mon point de vue. La première, c'est l'arrivée de l'artbook de Berserk chez nous, un must-have pour tous les fans de la série, qui met parfaitement en valeur les pages couleurs de la série sur un grand format. Pas encore de date, mais ça arrive. Et franchement, il n'y avait aucun doute que ça arrive, c'est pour ça que je l'ai placé en premier, parce que pour moi, c'est pas forcément une annonce qui allait tout casser. Seconde annonce sympa, c'est un coffret intégral pour le manga de SF culte Ghost in the Shell, qui recevra donc un coffret collector. A voir si celui-ci sera au format du coffret de Gum en tome simple, ou plutôt le format Akira avec des tomes format deluxe. Une annonce qui résonne d'ailleurs avec l'actualité car, pour rappel, un nouvel animé Ghost in the Shell est prévu pour cet été par Science Saru, et ce coffret permettra sûrement de l'accompagner dans la foulée. Bien qu'on ait
Également aucune date de sortie pour le moment. Il y a fort à parier qu'il est prévu pour cette année, wait and see. Enfin, la plus grosse annonce est sans aucun doute l'arrivée chez nous d'une édition de luxe pour Bleach, le Neketsu culte de Tite Kubo, prévu actuellement pour l'automne 2026. Arrivant également parfaitement pour surfer sur la vague de sa dernière saison animée prévue pour la même date. Cette édition, d'après des infos partagées, se calera sur la version Remix, qui est une édition présente chez nos confrères allemands regroupant la série en 3 tomes par volume. Donc 2 sacrés pavés, mais ce sera également légèrement différent car notamment l'ajout de pages couleurs pour coller au format de luxe, mais également des jaquettes dont l'édition originale est dépourvue. Plus d'informations prochainement et j'ai hâte de voir ce que ça donnera, le format peut faire un peu peur avec 3 tomes en un, j'avoue, mais le résultat peut tout de même bien rendre si l'édition est bien travaillée. Une nouvelle fois, affaire à suivre d'ici l'automne. Enfin, pour le marché français, retournons du côté des éditions Kana. Oui, décidément encore eux malgré la semaine dernière avec Basara, pour une annonce très attendue qui donne enfin des nouvelles. Je parle bien sûr de l'édition Millennium de Yu-Gi-Oh! Qui se dévoile enfin. Cette édition signe le retour du classique des Neketsu, du regretté Kazuki Takahashi, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques années suite au sauvetage d'un enfant de la noyade. Car malheureusement, ce sauvetage héroïque lui aura coûté la vie, laissant derrière lui un héritage aussi noble que sa dernière action de son vivant. Ce retour se fait sous format de luxe, un format qui n'existe pas encore au Japon, et donc se voit inédit chez nous. Cette édition se cale sur la bunko japonaise. Pour rappel, les bunko sont des éditions petit format de poche compilant plus de chapitres qu'un tome classique, avec des couvertures inédites et du contenu additionnel. Et parfois une ou deux pages couleurs en début de tome, mais pas obligatoirement et pas plus de ce côté-là. Les éditions Kana ont retravaillé cette édition pour nous l'offrir en grand format avec un contenu similaire à l'édition japonaise. On retrouvera également une traduction à un lettrage retravaillé, un papier de luxe et une page couleur cartonnée avec dorure à chaque début de tome. Malheureusement, malgré la volonté de l'éditeur, le décès du mangaka a empêché cette édition de bénéficier des pages couleurs présentes lors de la publication du manga dans le Jump, n'offrant ainsi pas d'autres pages couleurs que celles présentes en début de volume. Pour une édition complète en 22 tomes, le premier sortira le 10 juillet en France, donc sûrement en avant-première à la Japan Expo, de quoi redécouvrir cet incroyable manga qui continue encore aujourd'hui de marquer le domaine du divertissement via ses différents projets TCG, animés et bien d'autres médias. Annonce un peu moins spectaculaire mais qui me régale tout autant car c'est une nouveauté que j'attendais chez nous, le manga Gaslight Stray Dogs Detective arrive aux éditions Kiyun. Ce manga est la réunion de 2 noms talentueux de l'industrie avec au dessin Toshimitsu Matsubara, mangaka de Rikudo ou Valalian The Black Iron, et ancien assistant de Yasuhisa Hara, le créateur de Kingdom. Quant au scénario, on retrouvera Aosaki Yugo, connu notamment pour son light novel Undead Girl Murder Fairs. Les irréguliers, des gamins ignorés, maltraités, dont Sherlock Holmes a pourtant fait sa source d'infos la plus sûre. Suivez les enquêtes inédites du plus grand détective anglais à travers les yeux d'un de ses enfants des rues, devenu l'espion du célèbre locataire du 221B Baker Street. Aucune enquête ne résiste à Sherlock Holmes, mais tout le mérite lui revient-il? Rien n'est moins sûr. Ce sont 2 personnes de l'industrie que j'aime beaucoup car le trait de Matsubara est absolument sublime et je trouvais que le fil rouge dépeint dans Undead Girl Murder Fairs était très réussi de la part d'Aosaki. Ainsi, naturellement, j'attendais de voir arriver ce titre chez nous. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne suis pas déçu car il est aux mains d'une maison d'édition que j'adore. Bon, va quand même falloir que je fasse des choix un moment car avec toutes les nouveautés qui m'intéressent cette année, je vais vite me retrouver sur la paille moi. Sortie du tome 1 prévu chez nous le 7 mai 2026. Pour revenir du côté du Japon, on apprend la pause de Blue Exorcist jusqu'à juillet 2026 car la mangaka prépare l'arc final de son récit. Le Neketsu devenu culte au fil des années compte actuellement 33 volumes au Japon. C'est une page qui se fermera pour le Jump Square qui voyait ce titre comme sa tête d'affiche depuis plus d'une décennie. Mais bon, d'ici là, il y a encore le temps, car l'arc devra se dessiner avant de se conclure, donc le voyage de Rin n'est pas encore complètement terminé. Enfin, là où tout le monde pensait Bungo Stray Dogs proche de sa conclusion, le manga annonce la fin, oui, mais seulement de sa première partie de son histoire. La partie 2 est annoncée, mais pas encore de date, à voir si celle-ci commencera directement après ou si une légère pause se fera. Pour rappel, le manga raconte l'histoire d'Atsushi Nakajima, un jeune homme qui a été renvoyé de son orphelinat pour des raisons qui lui sont inconnues. Alors qu'il se trouvait près d'une rivière, il voit un homme qui tente de se suicider et le sauve. Il s'agit d'Osamu Dazai, un membre d'une agence de détective un peu spéciale car, en effet, les membres de l'agence possèdent tous des pouvoirs surnaturels qui font qu'ils s'occupent d'enquêtes trop dangereuses pour la police. S'en suivra des histoires de complots entre mafieux à base de personnages tous plus intelligents les uns que les autres, se livrant à des batailles assez psychologiques dans lesquelles les pouvoirs de chacun sont les clés de la victoire. Le manga connaît un gros succès au Japon depuis ses débuts, notamment avec une adaptation animée très qualitative par le studio Bones, oui décidément encore eux, et se verra également offrir plusieurs spin-offs pour étendre son univers et les idées du scénariste. Une annonce assez étonnante vu les événements des derniers tomes, mais qui n'est pas pour déplaire non plus les lecteurs, car le manga est tellement génial que personne ne se plaindra de continuer à le suivre. Le volume 28 de la série sortira en avril au Japon,
et sa seconde partie est déjà dans les bacs des artistes sur l'œuvre. Donc attendons de voir ce qu'il en retournera. Voilà qui conclut la partie news de la semaine. Je vous propose de passer directement au dossier de la semaine sur Master Keaton de Naoki Urasawa. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un de mes auteurs favoris, mais au travers d'une œuvre différente de ses plus connues, car j'ai récemment commencé ma lecture de Master Keaton du grand Naoki Urasawa, l'auteur des entre autres Monster, 20th Century Boys ou encore Billy Bat. Et je tombe tellement sous le charme de ce titre à chaque chapitre que je trouvais ça injuste qu'il ne soit pas sur le même piédestal que ses autres thrillers. Au travers en plus de ça, une sublime édition de luxe qui rend honneur à cet auteur d'exception. Pourtant, Master Keaton, bien que ce soit Urasawa au dessin, il y a également un autre homme au scénario, l'acolyte de toujours d'Urasawa, j'ai envie de dire, car on retrouve Takashi Nakazaki, qui continuera à travailler avec son dessinateur sur des œuvres comme Billy Bat ou encore Pluto. C'est un nom que l'on retrouve peu quand on évoque les travaux d'Urasawa, alors que celui-ci l'a accompagné sur une bonne partie de ses œuvres orientées thriller et enquête. Mais du coup, avec tout ça, que nous raconte donc Master Keaton ? Taichi Hiraga Keaton, né mère anglaise et père japonais et diplômé d'Oxford, ex-instructeur du SAS, les forces spéciales britanniques, il est admiré par ses pairs. Il est par ailleurs un archéologue renommé. Keaton possède un sens logique et un esprit de déduction hors du commun et détonne par ses méthodes d'investigation peu orthodoxes. Il enseigne à présent dans une université et, parallèlement, mène des enquêtes pour le compte d'une compagnie d'assurance, ce qui n'est pas toujours sans risque. Au travers de ce manga, découvrez un homme aux multiples talents. On arrive donc sur un point essentiel par rapport aux autres travaux de l'auteur. Ce manga orienté mystère et enquête n'a pas de fil rouge direct. Master Keaton propose plusieurs histoires indépendantes où nous découvrons le protagoniste à travers les différentes casquettes de sa vie. Enquêteur d'une compagnie d'assurance, suivant les traces de criminels parfois plus dangereux qu'imaginés, mais également son train de vie dans un monde plus réel avec sa vie de professeur et spécialiste d'archéologie, mais également sa vie privée et familiale qui n'est pas de tout repos non plus. Chaque histoire gravite autour de cet homme de talent, voyageant à travers le monde pour présenter des histoires aux facettes toujours différentes et intéressantes. Ce qu'il y a à noter avec ce manga, c'est le bagage culturel qu'apporte chaque histoire. Ce sont des histoires souvent très verbeuses, mais absolument passionnante, prenant toujours le temps de poser un contexte, un cheminement de pensée et parfois des résolutions ne présentant pas une solution miracle, mais seulement ce que Keaton croit être le bon choix à effectuer. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans ma lecture, c'est justement à quel point le manga arrive à me captiver à travers toutes ces histoires dont je ne soupçonnais même pas l'existence avant, en confrontant différents points de vue sur certains sujets sans pour autant aduler un côté ou l'autre, mais amenant plutôt un cheminement nuancé pour laisser le lecteur réfléchir par lui-même, se questionner et ainsi choisir par lui-même s'il aurait fait les mêmes choix ou non que le personnage dépeint. C'est un manga qui questionne constamment, que ce soit au travers de ces différentes enquêtes qui poussent à la réflexion, mais également au travers des contextes historiques, politiques ou traditionnels se trouvant aux quatre coins de la Terre. Urasawa a été connu et reconnu par la suite dans sa carrière en dépeignant des thrillers aux réflexions poussées et aux zones grises permanentes dans chacun des propos de ses récits, mais je crois que Master Keaton est son œuvre la plus aboutie dans ce sens-là. Ainsi donc, je trouve que Master Keaton est un récit à la fois passionnant dans ce qu'il raconte, car les enquêtes et les différentes histoires sont haletantes, mais qui se retrouve également passionnant dans ce qu'il dépeint, montrant des faits archéologiques, des intrigues politiques, mais également des questionnements philosophiques ancrés dans le réel. Car effectivement, Keaton est un manga prenant place dans un monde durant les années de publication, autour des années 1988, ce qui laisse la place à plusieurs faits historiques et découvertes archéologiques de l'époque passionnante. Aussi, il est difficile de parler d'un manga du maître sans évoquer la qualité graphique de celui-ci. En 1988, quand Master Keaton commence, Urasawa est déjà un mangaka accompli avec sa série Pineapple Army et le début de Yawara. Yawara est d'ailleurs une œuvre très importante dans sa carrière car celle-ci connaîtra un succès tel qu'elle provoquera un certain boom du judo au Japon, comme avait pu le faire Slam Dunk avec le basket à l'époque. Commençant Yawara en 86 et Master Keaton en 88, il se voit donc dessiner deux œuvres en simultané durant plusieurs années, car son premier se terminera en 93, pour une fin en 94 pour le second. Donc au-delà d'une grande productivité notable, Urasawa se retrouve également très expérimenté, présentant un trait fin et distingué, ne laissant traîner aucun coup de crayon à travers ses planches et son découpage millimétré. Bien que Master Keaton ne soit pas non plus reconnu pour ses fabuleux dessins et se voit surtout adulé pour ses histoires, force est de reconnaître que le trait métrique et ordonné d'Urasawa joue également beaucoup dans ce manga qui, comme je le disais plus tôt, est très verbeux. Alors avoir un trait aussi fin et précis est un avantage indiscutable pour ne pas se sentir assommé par la masse de dialogues et d'explications, offrant tout de même des paysages détaillés et des scènes d'action dynamiques comme sait le faire Urasawa. Pour conclure, Master Keaton est pour moi un plaisir de chaque chapitre. J'ai l'impression de redécouvrir un auteur que j'adorais déjà auparavant sous une narration très différente de ses autres travaux similaires. Et j'invite tout fan du mangaka à découvrir ce manga qui vaut complètement le coup.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. La semaine prochaine, je vous prévois quelque chose de très sympa, j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Elio et je vous dis à la prochaine pour un prochain hebdo manga. Ciao!